Élections législatives 2024, le premier tour a eu lieu hier. Je vous résume tout au petit matin. Je me suis levé plus tôt pour vous faire cette capsule parce que la dernière fois, on avait commenté sur la chaîne en direct, mais on l'a pas fait cette fois-ci. Pourquoi? Parce que c'est un peu imprécis, c'est-à-dire que les sondages évoluent, on n'a pas les résultats définitifs, donc on peut faire des analyses qui, bon, la dernière fois, on n'a pas été mauvais sur les analyses, mais voilà, ça peut être un petit peu biaisé parce que si ça change de 4 points au fur et à mesure de la soirée, bah, ça change tout en fait. Donc, on fera l'analyse vraiment un peu plus intellectualisée avec les perspectives, tout ça, pour la gauche, pour la droite et tout, avec Stathis Kouvelakis, le philosophe marxiste, qui était un des penseurs de Syriza en Grèce. Avec position revue, avec soit Dr Zoé, soit Paul Hellec, on verra selon les disponibilités de chacun. On fera ça mercredi à 20h30, donc dans l'entre-deux tours, pour essayer d'analyser tout ça. En attendant, là, je vous fais un petit résumé analyse des résultats de la soirée électorale et de la journée plutôt électorale. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par parler un petit peu de ce qu'il s'est passé hier. Alors, j'imagine que ça, vous le savez, hier, on a eu en gros 33% pour le bloc RN plus Ciotti. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui essaient de la rejouer, qui disent ouais, le RN fait que 29%. C'est vrai, le RN fait 29%, mais le RN en réalité fait 29% plus 4% de Ciotti, donc le RN fait 33%. Ou alors sinon, si vous voulez compter comme ça, vous êtes obligé de séparer aussi le NFP. Vous êtes obligé de dire ah bah regardez, LFI fait 7%, machin fait 6%, ou je sais pas si c'est 7%, hein, mais voilà, vous êtes obligé de faire comme ça. Donc pour être de bonne foi, le RN plus Ciotti font 33%. Le NFP font 29%. Après, il y a 20% pour Macron, il y a 10% pour les Républicains. Et puis après, c'est un petit peu de divers gauche, quoi. Ce qu'il faut voir, c'est dans cette répartition, quels sont les reports de voix possibles. Il y a pas mal de reports de voix pour euh, la gauche si Macron décide d'enlever ses candidats dans les seconds tours. Il y a pas mal de reports de voix pour Macron si la gauche décide d'enlever ses candidats pour les seconds tours. Mais c'est à peu près ça. Parce qu'en gros, il y a un bloc central Macron 20%, LR ils font 10%, mais on ne sait pas exactement si on va voter RN ou Macron au second tour. Donc ça, c'est un petit peu aussi, il y a une bataille qui se joue à ce niveau-là. Le RN a siphonné totalement Reconquête. Reconquête fait 0,7%. On avait dit 0,07, hein, 0 député, 0 second tour et 7% pour Zemmour au moment des élections présidentielles. Mais maintenant, il fait 0,7%. Donc totalement siphonné, ils n'ont pas de report de voix à ce niveau-là. Et on peut imaginer quand même que dans les LR, il y a toute une partie qui sont partis avec Ciotti et qui vont voter Macron au final au deuxième tour, enfin qui vont pas forcément voter RN. Ça va être un enjeu, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire. En tout cas, s'ils avaient été si fascisés que ça au niveau des Républicains, ils auraient peut-être déjà voté RN. Et puis, vous avez un bloc de gauche où vous avez le NFP qui fait 28%. Alors le problème, c'est qu'il y a quasiment personne sur sa gauche. Il y a LO, mais LO, c'est des gens qui votent souvent pas parce qu'ils disent qu'en fait le NFP et le RN c'est plus ou moins la même chose. Enfin, voilà, on connaît un petit peu les stratégies un peu gauchistes qu'on a dans ce milieu-là, hein. Voilà, moi j'aime bien les camarades de LO, mais c'est vrai qu'ils abusent sur ces trucs-là. J'ai vu comment elle s'appelle, Nathalie Arthaud dire je ne donne pas de consigne de vote. Bon, si elle veut. Et donc, ce qui va se passer, c'est surtout que là, il y a 300 triangulaires. Et la question, c'est pour ces triangulaires, donc où vous avez en gros un candidat macroniste, le NFP Rassemblement National, est-ce que le troisième, qui sera NFP ou macroniste, vont se retirer pour que le NFP ou le macroniste gagne? Ce qui est bien, c'est que vous avez Mélenchon qui a annoncé que dans le cas où il y aurait des triangulaires avec un candidat NFP France Insoumise qui arrive troisième, il va se retirer pour que le macroniste gagne et qu'on évite d'avoir le Rassemblement national au pouvoir. On rappelle que le Rassemblement national, c'est du macronisme avec du racisme en plus, quoi. Donc, je vous mets ça. Pour le second tour, le nouveau Front populaire est présent en duel dans la plupart des cas. Le plus souvent face au RN. Il est alors possible de voter directement pour nous donner une majorité absolue. Dans un certain nombre de cas, des triangulaires sont possibles. Conformément à nos principes
et à nos positions constantes dans toutes les élections précédentes. Nulle part, nous ne permettrons au RN de l'emporter, et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête, tandis que nous ne serions qu'en troisième position, nous retirerons notre candidature. Donc ça, c'est super, parce qu'en plus, Mélenchon l'a annoncé assez rapidement, parce que la gauche, en fait, en faisant ça, met la pression au bloc macroniste pour dire, bon, regardez, c'est nous les vrais républicains, en fait, nous, on retire nos candidatures quand on est troisième pour que vous puissiez gagner et que le Rassemblement national ne passe pas, alors que vous nous crachez dessus pour ce qui est de la FI depuis des mois, en disant qu'on est en dehors de l'arc républicain. Est-ce que vous allez faire la même chose? Et là, ça met la pression sur la Macronie, parce que la Macronie n'est pas en force. Et on va voir s'ils font la même chose ou s'ils restent dans leur nini qui, au final, est là pour avantager le Rassemblement national. Ça, c'est intéressant. Stratégiquement, c'est d'autant plus intéressant pour la France insoumise parce qu'on ne va pas se voiler la face. Quand la France insoumise est troisième dans une triangulaire, elle ne va pas gagner de toute façon. Donc, je trouve ça très intelligent de la part de ceux qui ont pensé ça à la France insoumise parce que déjà, au niveau historique, ça peut nous empêcher d'avoir le Rassemblement national au pouvoir. Et au niveau purement stratégique, de toute façon, la personne qui est troisième pour la France insoumise va sûrement perdre l'élection. Et donc, ça coûte rien de se retirer pour que le macroniste passe. Et ça permet de mettre la pression aux macronistes. Les macronistes, en plus de ça, on a vu qu'ils étaient divisés sur les plateaux. Alors, on en a les macronistes les plus droitards, type Aurore Berger, qui était une ancienne des Républicains, ou d'autres. Il y a Horizon aussi, il y a par exemple Édouard Philippe, qu'on dit voilà, nous, on ne votera ni France Insoumise, ni Rassemblement National. Et puis, il y en a d'autres, comme Gabriel Attal, qui a dit qu'il se retirerait contre tous les candidats Rassemblement National. Macron, je crois qu'il a parlé de tous les candidats Rassemblement National pour voter pour un candidat qui partage les valeurs républicaines. Ça, c'est beaucoup plus flou. Ça veut dire quoi, les valeurs républicaines? Est-ce qu'il compte la France insoumise dedans? En tout cas, au vu de ce que fait Mélenchon, et même ce que fait Mélenchon depuis le début de ces élections législatives, il essaie d'être un petit peu propre, à pas s'imposer. On voit qu'il essaie de jouer la carte aussi... de rentrer un peu dans le moule pour quelques semaines parce que sinon ça devient trop dur pour l'Alliance d'assumer la radicalité que lui assume habituellement. Eh bien, on va voir si Emmanuel Macron considère que Mélenchon est ou non dans le camp républicain. Mais ça va être compliqué de nous expliquer que ce n'est pas le cas après ce qu'il a fait en disant on se désiste de toute façon pour un macroniste si on est troisième. Ça se passe par exemple pour Elisabeth Borne qui arrive deuxième avec un candidat Rassemblement National premier et un candidat FI en troisième. Le candidat FI va se retirer pour que les gens votent Elisabeth Borne. Donc, on peut dire quand même que ça coûte à la gauche, que c'est pas par plaisir que la gauche fait ça parce que c'est insupportable de faire ce genre de truc, mais je pense que c'est nécessaire. Alors, les enjeux donc vont jouer beaucoup sur les triangulaires et sur le report de vote ou non aux triangulaires. Si les triangulaires restent des triangulaires, étant donné que le parti le plus puissant actuellement en France c'est RN plus Ciotti, on peut imaginer que le RN et Ciotti, ils aient beaucoup de députés. Alors, des fois, on voit entre 230 et 280 là, mais ça vaut pas grand-chose dans les sondages parce que justement, on ne sait pas s'il va y avoir des retraits pour les triangulaires. Mais si les gens se retirent intelligemment, en fait, ça peut largement contenir la déferlante du Rassemblement national parce qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup de reports de voix possibles. C'est-à-dire qu'ils font, eux, là, 35%, on va dire, 34%. Il y a 10% de LR qui voteront de toute façon pas tous pour eux, donc on peut imaginer qu'il y a 5% des LR ou 6% des LR qui vont aller voter pour eux. Ça fait 40%. Si en face, il n'y a qu'un seul candidat à chaque fois, ça fait 40 contre 60 en gros. Bon, il y en a peut-être qui n'auront pas voté Elisabeth Borne à gauche, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, peut y avoir un très gros score au premier tour du Rassemblement national plus Ciotti et qu'ils n'ont pas tant de députés que ça. Et donc, on est par exemple, je sais pas, à 70 députés macronistes, 240 députés NFP et 220 députés RN ou... non, ça fait déjà plus que le nombre de... Ah non, ça fait ça. Ouais, ça peut être un truc du genre, quoi. Mais en tout cas, on n'en sait rien et on va essayer justement d'analyser ça mercredi quand on saura un peu plus sur les reports de vote. D'où l'intérêt d'aller voir ça en milieu de semaine quand on aura un peu plus d'informations. Il y a des candidats qui passent au premier tour aussi. Alors, j'ai essayé de vous trouver des articles là-dessus. C'est pas si évident de savoir qui. Il y en a 39 qui passent au premier tour pour le Rassemblement national. Donc, ces 39, il y a Sébastien Chenu, il y a Marine Le Pen, il y a Julien Audoul, par exemple.
Élie Casterman, Jean-Louis Bricou, je sais pas qui c'est. Il y en a 32 pour le nouveau Front populaire, dont 20 LFI. Aymeric Caron, Daniel Obono, Sofia Chikirou, Rodrigo Arenas, Sarah Legrain. Il y a aussi Clément Beaune qui a été battu, le macroniste Clément Beaune. Il y a Emmanuel Grégoire qui a été élu face à lui, qui est un député Parti Socialiste. Il y a Sandrine Rousseau, il y a Eva Sass, il y a Pouria Amir Chahi. Il y a Mathilde Panot, Clémence Guettet qui ont été réélus. Il y a Olivier Faure aussi qui a été réélu. Je ne sais plus combien il a fait d'ailleurs, François Hollande. Je crois qu'il a fait 49% ou un truc comme ça. On peut aller voir ça. Résultat. Élection législative. Hollande. Corrèze. Il a fait combien, François Hollande ? François Hollande en tête, en retour pour le comeback. Il a fait 37,7% des suffrages. Ouais, d'accord, il a fait un gros score, mais il n'a pas été élu au premier tour pour autant. Là-dessus, est-ce qu'il nous en rajoute ? Il y a Laure Lavalette qui a été réélu. Il y a Manuel Bompard qui a été réélu. Il y a Bastien Lachaud, Hugo Bernalicis. Il y a aussi François Picamal sur qui on avait fait un short aussi. C'est grâce à notre short qui a été réélu. Marie-Charlotte Garin, Martine Froger. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui ont été réélus. Parce que par rapport à la dernière élection, on n'avait que 4. Là, il y en a 40, il y en a 80 qui ont été réélus, des députés. Vous avez beaucoup de gens qui ont été élus au premier tour, je pense, parce que la participation aussi a dû aider et a dû avoir des effets comme ça de voix qui vont pour une personne en particulier dans les circonscriptions. Ensuite, on peut parler de Roussel qui a été éliminé dès le premier tour. J'ai fait un tweet par rapport à ça. Roussel a été éliminé dès le premier tour face au Rassemblement national. Et j'ai mis, en vrai c'est triste, mais j'ai pas envie de m'en réjouir. J'espère un sursaut chez les camarades qui suivaient cette ligne perdante et j'espère voir Roussel revenir sur de nouvelles bases. Pas de compromission avec la droite. Parce que c'est vrai que Roussel, les gens du PCF passaient leur temps à être un petit peu gaslight, je pense, en disant oui, c'est la personne préférée à gauche des Français. Oui, c'est la personne préférée par les électeurs de droite. Et on voit bien qu'en fait, dans sa circo, c'est ça. C'est-à-dire que les gens de droite doivent bien l'aimer, mais en fait, ils votent quand même à droite. Et donc, du coup, il est baisé. Parce qu'au lieu d'incarner cette ligne de rupture que le PCF, en plus, peut porter, je veux dire, le programme du PCF est un programme de rupture, au lieu de porter cette ligne, d'être clair là-dessus, d'arriver, de jouer sur les clivages où il y a vraiment une différence entre leur programme et le programme du Rassemblement national, lui, il avait plus la technique de brosser dans le sens du poil les choses qui n'étaient pas clivantes. Et donc, du coup, il était bien aimé des gens de droite, mais ces gens de droite, ils vont aller voter pour la droite. Et on voit que pour Ruffin, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que Ruffin, il avait 22% de vote Rassemblement national dans sa circo, et là, il en est à 40. Et donc, il est dans un... Il passe au second tour, mais il n'est pas du tout dans la même position qu'en 2022. Et donc, en 2 ans, quand même, on voit que c'est compliqué et que lui, ça ne lui a pas permis, sa stratégie, de limiter la casse, loin de là. Le problème ici, c'est est-ce que le PCF, est-ce que Ruffin, est-ce que tous ces gens-là vont réussir à changer de ligne, c'est-à-dire à accepter qu'en fait ils se sont trompés, ou est-ce qu'ils vont continuer dans leur truc en disant ah, c'est qu'on n'est pas assez loin et c'est la faute de Mélenchon si on perd dans notre circo ou des trucs comme ça, parce qu'il faut quand même comprendre que la circo de Ruffin, c'était une circo de gauche depuis 1958. La circo de Roussel, c'était une circo de gauche depuis 1962, enfin communiste depuis 1962, et même avant ça, c'était une circo SFIO, enfin c'était une circo de gauche quoi de base. C'était pas du tout une circo qui était un truc dur à avoir, qu'il avait récupéré au RN. Non, c'est pas du tout ça. C'était une circo de gauche qu'il a perdu aujourd'hui. Et donc je pense que sa stratégie, il devrait peut-être la remettre en question. Vous avez aussi parmi les gens qu'on connaît un petit peu Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud, on l'avait reçu sur la chaîne. Il est arrivé deuxième dans je crois que c'est la deuxième circonscription du Vaucluse. Donc il est arrivé deuxième. On espère qu'il va gagner. Il a un macroniste en troisième position. On espère que le macroniste va se casser et qu'ils vont pas dire ah il est fiché S. Donc du coup on fait pas de report de voix et tout. On a Rachel Keke qui a fait 43,65%. On a Ali Diouara. Alors Ali Diouara, je vais essayer de le recevoir sur la chaîne s'il a le temps. Ali Diouara est arrivé en premier dans la circonscription où il était avec Raquel Garrido. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette circonscription, Raquel Garrido avait été parachutée il y a quelques années.
Heidi Ouara a été cette fois-ci nommée par la France Insoumise et Raquel Garrido s'est maintenue. Et on voit qu'en fait, Heidi Ouara, c'est un militant de terrain et qu'il a su arriver premier, genre avec 33% des voix, et que derrière lui, il a Garrido qui en a genre 25, alors qu'elle a eu tout l'abattage médiatique, que du Ouara, il a été sali à la télé, il y a eu des reportages à moitié diffamants et tout sur lui. Mais il est quand même là, pourquoi ? Parce que c'est lui qui est là sur le terrain et c'est pas Raquel Garrido, quoi. Donc, ce serait bien que Raquel Garrido retire sa candidature parce qu'il y a aussi un candidat RN qui a pas mal de voix, je crois 24% ou un truc du genre, et que ce serait dommage de faire perdre la gauche parce que Raquel Garrido se maintient, quoi. Et c'est à peu près tout. Je vais vous laisser avec un discours de Jean-Luc Mélenchon où il nous parle de moïsation. Il nous parle de moïsation, c'est assez intéressant. Il ne le dit pas comme ça, je vous le dis souvent sur la chaîne, la moïsation c'est quoi ? Avant il y avait un centre, alors il y avait à la fois les confus là-dedans, les gens qui ne savaient pas choisir entre la droite et la gauche, et puis un peu les technocrates qui disaient on va faire du en même temps, les macronistes qui ne savaient pas choisir non plus entre la droite et la gauche parce qu'ils vont faire de la droite et de la gauche. Et en fait avec la crise du néolibéralisme, ce centre se démantèle, se casse, et on est obligé de choisir une vraie droite ou une vraie gauche, c'est-à-dire le RN ou le NFP, la FI par exemple. Et on est en train de voir vraiment ça, et je trouve que dans son discours, il le dit, Mélenchon. Donc, je vous laisse écouter tout ça. Et c'est cela que nous avons à dire à tous ceux qui, isolés, apeurés, ne savent de quel côté regarder. Mesdames et messieurs, chers amis, nous avons déjà construit l'essentiel. Quand la pente de toute l'Europe roulait à l'extrême droite, du fait de gouvernements qui maltraitaient le peuple, qui se moquaient de lui, qui leur mentait. Alors, nous avons construit cette grande force qui s'exprime dorénavant devant vous. Il n'y a plus dans ce pays d'échappatoire à un choix fondamental. Nous y sommes, c'est eux ou nous, il n'y a rien au milieu. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est justement la logique à éviter de nous faire croire qu'on va gagner en retournant au milieu avec Macron. Non, Macron aujourd'hui, il est dans la merde, il fait 20% et c'est lui qui doit à la limite donner des voix à la gauche, essayer de gratter par-ci par-là, mais c'est absolument pas à nous de nous atteler à ça, contrairement à ce qu'a dit par exemple un Raphaël Glucksmann, quoi. Raphaël Glucksmann, il a dit peu importe le projet, maintenant c'est barrage à l'extrême droite. Non, pas peu importe le projet, on a un projet de rupture. Il y a deux projets, le projet raciste, le projet égalitaire. Nous, on porte le projet égalitaire et basta, en fait. On en est là. On n'est pas là à dire ah ben non, on va faire du en même temps et tout. C'est pas ça le truc. Et ça, les chefs de gauche, je trouve, l'ont bien compris. Tondelier a été assez clair. Elle n'a pas jeté la FI sur le bus. Sandrine Rousseau n'a pas jeté la FI sur le bus. Elle a dit il tape sur Jean-Luc Mélenchon, mais ça pourrait être sur n'importe qui, ça pourrait être sur moi. Ne nous laissons pas avoir. Même Olivier Faure n'a pas jeté la FI sous le bus. Et ça, c'est bien. C'est bien parce que ça veut dire qu'on garde notre projet de rupture unifié et qu'on ne vend pas la France Insoumise pour 3 sièges, quoi. Nous ne sommes pas, et nous ne sommes pas là seulement pour faire barrage, pour faire froid avec n'importe qui, ou pour être contre. Nous sommes là parce que nous voulons tout changer. Bref, je vous laisserai aller voir son discours, mais basez le vieux comme d'habitude. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee, le mois c'est renouvelé. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner à la chaîne principale. Et n'hésitez pas à venir mercredi à 20h30 sur twitch.tv/paduring, nous voir avec Statis Kouvelakis, analyser tout ce qui se passe et notre futur. Et sur ce, je vous dis à plus.